Ça, c'est ma taxe foncière de 2020 de mon ancienne résidence principale. 3 892 €, dont, tu ne le vois pas parce que c'est de mon côté là, 626 € de taxe d'ordures ménagères. C'est à l'intérieur. Hein. À ça, parce qu'à l'époque c'était comme ça, s'ajoutait la taxe d'habitation. Je payais quelque chose comme, au total, 4 600, enfin je ne sais plus exactement, on était entre 4 et 5 000 €. Bon, heureusement, ils ont supprimé la taxe d'habitation. Il ne reste plus que le foncier, mais le foncier, entre-temps, a quasiment doublé. On va dire qu'il a doublé. Ce qui veut dire qu'à 3 892, on est à 324,33 centimes par mois. Si ça a doublé, 324 x 2, ça fait 648 € par mois. 648 € par mois pour payer une taxe foncière, bah c'est quasiment le montant d'un loyer, quoi. C'est le montant d'un loyer. Et d'ailleurs, ça tombe bien que je parle de ça parce que les locataires ne payent pas de taxe foncière. Du coup, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'être locataire plutôt que propriétaire de sa résidence principale? On en parle. Et comme cette vidéo est préparée, tu peux apprécier en plus de l'ordinateur un magnifique classeur avec écrit foncier qui n'est autre que le classeur dans lequel, là tu peux voir un tableau, je ne sais pas si tu le vois, mais il y a tous les impôts fonciers que l'on paye pour notre patrimoine locatif auquel ne s'ajoute plus celui-ci. Juste pour information, on va avoir l'occasion d'en reparler. Quand tu fais de la location immobilière, l'impôt foncier se déduit en fait de tes revenus comptablement. Mais la réalité, c'est que même si tu le déduis comptablement, l'argent, tu l'as pas. Voilà, on va en reparler, ne t'inquiète pas. Bref, cette vidéo, elle va attaquer par, non pas une recherche, je vais tâcher de te montrer ce que je fais, mais comme tu peux le voir, une intelligence artificielle qui va nous permettre de récupérer en fait des données qui vont nous servir d'argument pour l'ensemble de ce que tu vas regarder avec moi. Donc regarde, on m'a envoyé en fait une vidéo, donc je ne te montrerai pas la vidéo, mais tu peux sur YouTube récupérer dans l'onglet, il y a un onglet en bas en fait où tu peux taper sur transcription. Et YouTube peut te retranscrire entièrement en fait un texte d'une vidéo que tu peux récupérer et pour lequel, donc comme tu peux voir, je vais sur une intelligence artificielle et d'ailleurs avant d'y aller, tu vois, moi j'ai tendance à prendre comme ça un fichier Word, je vais taper sur mon fichier Word, peux-tu me convertir cette, je te dis au fur et à mesure ce que j'écris, hein, tu vois, parce que je trouve que c'est mieux, retranscription en texte lisible sans les minutes, puisqu'en fait quand YouTube te donne un texte, il te met les minutes au fur et à mesure où les phrases sont prononcées, de manière à obtenir une lecture fluide de ces données. J'avais quoi d'autre à lui dire? Voilà, merci, parce qu'on reste poli, 2 points, je colle mon texte, je fais pomme C, je fais pomme V, j'appuie sur entrée et nous patientons. Ce qui est magnifique avec ces intelligences artificielles, c'est que, en fait, ben voilà, comme tu peux le voir, elles travaillent pour moi en attendant que je parle avec toi. Donc là, elle est en train en fait de transformer finalement l'ensemble de la retranscription en texte, que voilà. Donc là, elle est en train de faire tout ça et ça me rappelle une chose que j'ai à te dire. Quand on tourne cette vidéo, on est en 2025. Et juste ici, tu as l'équivalent, enfin, ce classeur représente l'équivalent d'une voiture neuve puisque l'année dernière, en 2024, l'ensemble de ces fonciers, ça représente une voiture neuve d'un montant intéressant, je dirais. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de racheter une voiture, mais j'ai pas de voiture. Je dis ça, je dis rien. C'est un choix personnel. Je n'ai pas envie de parler de ça. Bref, il m'a fait, ça y est, donc il m'a transformé ma retranscription au moment où je te parle en texte. Et là, je vais simplement lui dire, peux-tu, on va faire ça comme ça, peux-tu, on va faire ça comme ça, on va récupérer le truc qui est là, on va tout effacer. Voilà, j'efface mon fichier Word pour maintenant lui dire, peux-tu me transformer ce texte en bullet point d'argument pour une de mes vidéos, s'il te plaît. Point d'interrogation, on lance et pareil, on le laisse travailler. Nous vivons quand même, reconnais-le, une époque formidable. Donc là, il est en train de reprendre le texte et de me faire des bullet points, c'est-à-dire chaque point
qui ont été donnés dans la vidéo, qui vont être ici retranscrits finalement sous forme d'argumentaire, que je vais ensuite réutiliser maintenant avec toi pour voir et pour répondre à la question: faut-il acheter ou ne pas acheter une résidence principale? Il n'a pas terminé, je te dis ça comme si on allait partir, mais en fait on est obligé d'attendre qu'il ait fini, parce que sinon je ne peux pas faire la vidéo sans lui, tu vois. Finalement, alors juste pour information, j'ai utilisé DeepSeek et non pas ChatGPT parce que j'avais envie de voir déjà comment il marchait, si ça fonctionnait ou pas. Donc regarde, et là maintenant je prends tout, donc tu me vois faire, tu vois, je prends tout son argumentaire très bien fait, tu vois, regarde là. Pourquoi vaut-il mieux, nanana, je le mets sur un fichier Word, voilà, tu vois, il ressort plutôt mal. Je vais ici le retranscrire en noir, bim, on a notre truc, je le mets encore, on va dire 10,5 pour que ça tienne sur une page, parce que tu vois, enfin, si tu vois là à gauche, tu vois, regarde, ça ne tient pas sur une page. Mince, alors, ça ne tient pas sur une page, je vais faire ça, comme ça je vais virer ça pour qu'on arrive à le faire rentrer. On va virer les traits, parce que je m'en fous des traits en fait, je saurais me rappeler qu'il y a des traits, hein, je ne suis pas idiot. Tac, comme ça tu me vois vraiment tout faire. Ah, mais là il y a encore des traits, en enlevant les traits. Voilà, et là on tient sur une page, regarde, bim, ah non, et, oh, là vous regardez la conclusion, on est bon. Tac, voilà, et je fais fichier imprimer. Attends, voilà, j'imprime. Maintenant, on va aller chercher la feuille et on va pouvoir attaquer la vidéo. Ah, je vais devoir te recontextualiser maintenant parce que on a retranscrit le texte en bullet point grâce à l'intelligence artificielle, mais ça serait quand même pas mal que tu saches ce qu'il y a dans ce texte, ok? Donc, quelqu'un, un membre de la communauté que je ne nommerai pas, m'a envoyé cette vidéo que je viens de retranscrire et qui en fait remet sur le tapis le débat propriétaire ou locataire de sa résidence principale. Bon, tu l'as compris avec l'introduction, mais je recontextualise. Et maintenant, regarde ce qui est dit en résumé dans la vidéo. Certains influenceurs ou vendeurs de formation prétendent qu'il vaut mieux être locataire que propriétaire. Leur argument, mieux vaut payer le crédit d'un autre investisseur que de rembourser son propre crédit. Cette logique arithmétique est inspirée de Robert Kiyosaki qui prétend que la résidence principale est un passif, elle ne rapporte pas d'argent chaque mois alors que l'investissement locatif, lui, génère des revenus. Conclusion, utiliser sa capacité d'emprunt pour un investissement locatif plutôt que pour une résidence principale, c'est plus intelligent. Et maintenant, on va voir tous les arguments qui ont été mis en place par cette personne que je ne cherche même pas à nommer, chacun pense ce qu'il veut, qui sont très intéressants je trouve, et qu'on va voir ensemble en fait effectivement s'il vaut mieux être propriétaire ou locataire de sa résidence principale. Globalement, l'intelligence artificielle nous a sorti 7 points que je vais essayer de respecter à partir de là et dont on va parler ensemble. Je vais garder cette feuille à la main, je ne m'en veux pas parce que je ne veux pas me planter sur les points. Donc premier point, la définition erronée d'un passif. Alors, selon le PCG, d'accord, une résidence principale n'est pas un passif, article 211-1, hein, puisqu'il a été cité. Un passif, du coup, c'est une dette et un bien immobilier, lui, se valorise dans le temps. Donc, en gros, le premier argument qu'on va retenir, c'est un argument comptable. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est que le PCG, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, c'est le plan comptable, d'accord, général. Ok. Donc, en gros, on nous dit quoi? On nous dit comptablement, ben, en fait, c'est faux, puisqu'en fait, en gros, si on s'en réfère à la comptabilité, d'accord, le passif, c'est une dette, et du coup, un bien immobilier, ça prend de la valeur dans le temps, donc ça n'est pas qu'une dette. Bon, là, je vais aller assez vite sur ce point-là, tu m'en veux pas. Parce qu'en fait, pour moi, il y a deux lectures quand on parle comme ça. La première lecture, c'est oui, c'est vrai, on va quand même le dire, hein, il faut savoir le reconnaître. Si tu t'en réfères au plan comptable de la France, d'accord, eh bien, oui, effectivement, on ne peut pas qualifier de passif une résidence principale puisque ça n'est pas défini comme ça. Point à la ligne, pas de discussion. Par contre, il y a deux subtilités auxquelles j'ai légèrement fait écho tout à l'heure avec le foncier, c'est que l'impôt ne te donne pas pour autant l'avantage d'avoir l'argent. Je m'explique. Regarde, si demain, on va prendre l'impôt foncier, qui est d'ailleurs mon meilleur exemple comptablement, d'accord? Foncier et foncier, ok? On va toujours rester sur le plan comptable. L'impôt foncier sur ta RP, c'est une perte. C'est sèche, c'est toi qui la payes. Alors que l'impôt foncier sur ton locatif, ben c'est une déduction. Donc,
Je suis vraiment désolé, mais si on parle que sur le plan comptable et qu'on prend la comparaison initiale, l'argument est faux en fait. Puisque d'un côté, le foncier, c'est toi qui le payes, donc c'est une perte. Et ne pas en parler, mais on va en reparler parce que tu as bien compris que le foncier va être la lame de fond, la lime de fond, je ne sais pas comment il faut le dire, parce que moi dans le bouquin j'ai écrit la lime, mais bon bref, peu importe. Le bouquin c'est... Bon bref, je ne peux pas le faire ici parce que ça serait mal vu. Bref, si on s'en tient à ça, là déjà, un point pour la location. Mais bon, c'est pas... Franchement pour moi, là-dessus, il n'y a pas vraiment de discussion parce que l'argument est valable, puisque si on s'en réfère au règlement de la France, ben voilà, juste, je suis obligé de la glisser et j'aurai fini avec ce point. On va prendre le cas qui n'a rien à voir avec tout ça, mais j'ouvre et je ferme la parenthèse. Prenons le cas de l'abus de biens sociaux. Dans certains pays, ça existe, comme en France par exemple, et il y a des pays où ça n'existe pas. Je te laisserai faire des recherches. Et donc, ça te montre que malheureusement, la comptabilité n'est pas parole d'évangile dans la vie en fait. Et que si la comptabilité était parole d'évangile dans la vie, tous les comptables seraient riches. Et il n'y aurait pas des gens comme moi qui essaieraient de t'expliquer comment ça marche, parce que je ne suis pas comptable, et pourtant je considère que je sais quand même un petit peu comment ça marche. Bref, fermeture de la parenthèse, on passe au point numéro 2. La banque prend en compte votre loyer. Si vous êtes locataire, la banque considère votre loyer comme une charge pour calculer votre capacité d'emprunt. Vous ne pourrez pas emprunter plus qu'un propriétaire, plus ou moins environ de 35% en fonction de la mensualité de votre bien. Alors ça aussi, c'est un argument qu'il faut entendre. On va retirer un trait. On a mis ici le côté locatif, on a mis ici le côté propriété. Écoute bien, c'est très important, d'accord? Là, l'argument sur le point 2, c'est qui consiste à dire que finalement, d'un côté, eh bien, on va avoir sur l'ARP, donc ici on est d'accord, on est sur l'ARP, et ici, en fait, on est sur le locatif. Pour que ce soit bien clair, on est d'accord. Sur l'ARP, en fait, ton crédit va générer de l'endettement. Ok? Et en gros, l'argument consiste à dire que ici, étant donné que tu n'as pas de résidence principale, et ça c'est vrai, on va te créer une charge fictive. Donc moi je vais écrire fictif pour que tu comprennes. Et ça c'est vrai par contre, c'est vrai que la banque le fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas de résidence principale, on va te créer une charge fictive qui va de toute façon venir contrebalancer la situation avec l'ARP et qui du coup va faire qu'au final tu te retrouveras au même stade. Je valide, c'est vrai. Sauf, comme tu vois qu'à chaque fois je vais avoir quelque chose à dire. Sauf que ici, tu encaisses quand même de l'argent et ici, tu dois quand même payer ton crédit. C'est quand même une réalité. Je valide la démarche intellectuelle, mais la réalité est là. Attends, parce que le meilleur arrive pour moi et je pense qu'il est là le meilleur. Il est ici sur le point numéro 3 qui est le plus intéressant pour moi, où là on nous dit, regarde, le loyer augmente chaque année de 2%. Donc je te rappelle que ici, on a l'ARP. Et ici, on a le locatif. Mais là, l'ignominie, l'anomalie, je ne sais pas comment il faut dire, c'est que tu fais du locatif, mais en plus, tu es locataire. C'est la double peine. Quoi. Tu vois, le mec te dit non, mais ça, c'est impossible. Mais là, effectivement, il te dit que ça augmente de 2 à 3% chaque année. Tu es d'accord? Oui. Parce qu'en fait, tu as l'IRL, les différentes applications de loyer que j'applique moi-même. Et que voilà. Et ici, on te dit, attends, là, ici, tu as un taux fixe. Ok? Tu as un taux fixe. Et du coup, tu n'as pas cette augmentation. Donc, voilà. Sauf que là, on oublie volontairement de te dire le point essentiel qui, pour moi, à lui seul, je pourrais arrêter la vidéo là. Voilà, je vais te le dire comme je le pense, je pourrais arrêter la vidéo là. D'accord? Là, on est toujours sur la RP. Okay, là, on est toujours sur le locatif, mais ici, on est locataire. Donc, je vais écrire locataire plus locatif, okay, parce qu'il faut bien le comprendre. Et ici, on va quand même rester sur le point 3 pour pas que tu sois perdu. Okay, je fais ça pour toi. Donc là, on oublie de te dire le point principal. Okay, le point principal, je l'ai déjà expliqué, mais c'est important. Le crédit, c'est le minimum que tu payes. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Ça, c'est ton crédit. Alors que le loyer, c'est le maximum que tu payes. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. C'est très simple. Regarde, et ça, c'est un calcul qui est difficile à faire. Et là, tu vas comprendre pourquoi j'ai commencé avec mon impôt foncier. Tu vas tout comprendre. Parce que regarde, ton crédit, il est de 1 000 €. Ton loyer, il est de 1 000 €, plus 2 à 3% par an. Ok? Ça, la réalité, c'est ça la réalité. Maintenant, regarde, écoute bien. C'est faux. Il faut rajouter les travaux. Eh oui, je suis désolé. J'ai malheureusement eu des résidences principales. J'ai 22 ans. J'ai 22 ans d'expérience dans l'immobilier. J'ai passé plus de 15 ans à être propriétaire et je suis récemment locataire.
Donc, si tu veux, je sais un petit peu de quoi je parle. J'ai osé essayer et le malheur, c'est que j'aimerais parler autrement. Mais t'inquiète pas, la vidéo n'est pas terminée. Voilà. Les travaux, d'accord? L'amélioration. Parce que ça aussi, ça me ferait bien rire. Le mec qui vient et qui me dit « Ah non, mais c'est pas vrai, j'améliore pas moi. » Mais si, tu améliores ta résidence principale, tu y passes de l'argent. Et à ça s'ajoutent les taxes. Je vais juste écrire foncier parce que, voilà, comment je vais te dire ça? Vu l'augmentation qu'il y a eu en foncier, parce que c'est volontaire, la résidence principale que je t'ai montrée, c'est celle que j'avais en 2020. 3 800 € en 2020, il y avait encore la taxe d'habitation, je payais quelque chose comme 4 000 et quelques euros en tout. Mais là, avec les augmentations qu'il y a eu, moi dans ma région, il y a des endroits où ça a plus que doublé le foncier. Ça veut dire que si tu passes sur une base de 3 500, aujourd'hui cette maison, elle doit générer 7 000 €. Regarde, l'écart que tu as ici, c'est l'écart en fait final. Parce que je te le redis, ici c'est le maximum. Alors qu'il y en a qui vont me dire « Ah oui mais Nicolas, il y a aussi de l'amélioration. Elle est tellement minime qu'en fait, je vais être franc avec toi. Je suis locataire depuis récemment. Tu n'améliores pas quand tu es locataire, tu n'es quand même pas chez toi. Il faut quand même être honnête. Donc, en réalité, voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ce qu'on oublie de te parler tout le temps dans la propriété, c'est ça. Et ça, tu es obligé de le prendre en compte. Et attends, il y a un dernier point que je suis obligé de mettre, parce que celui-là, il existe aussi. Il peut y avoir des frais de copro, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des frais de copro qui s'ajoutent encore. Et donc, l'écart peut être encore plus haut si jamais tu as le malheur ou la chance, je ne sais pas comment il faut que je dise, d'avoir une copro. Donc là, gardez-le dans vos têtes. Dernier point sur celui-ci, et on en passe au suivant, c'est que ça, là, il y a un flou ici. Je vais faire un truc comme ça, il y a un flou. Le foncier, tu as vu, il a augmenté d'un coup comme ça, on ne sait pas comment et ni pourquoi. Ok. Là, les travaux, il y a un flou. Tu ne sais pas combien tu vas dépenser en travaux. L'amélioration, il y a un flou. Une année, tu vas mettre une clim, l'autre, tu ne vas pas la mettre. Donc ici, on est sur des charges imprédictibles, alors qu'ici, on est sur des charges prédictibles. Parce qu'en réalité, quand tu es locataire, tu ne fais pas plus de frais. Juste une question, et je te laisse l'espace commentaire pour me répondre. C'est quoi qui est mieux pour investir? Des charges imprédictibles ou des charges prédictibles? Nous passons maintenant à l'argument. Chaque mois, vous remboursez le capital d'un autre, d'accord? Alors que, voilà, enfin non, chaque mois tu rembourses. Donc quand tu es, excusez-moi, je vais la refaire parce que voilà, ici on a toujours notre RP, ici on a notre locatif plus locataire, ok, notre loc-loc. Et donc de ce côté, tu rembourses du capital, ok. Alors que là, en fait, tu payes les intérêts de l'autre. Tu fais, alors je ne sais pas comment je peux l'écrire, mais en gros, je ne sais pas, enrichissement, bon, je ne vais pas l'écrire en entier, de notre, ok. Donc, rembourse, voilà, on va mettre capital, voilà, et ici tu as perte, voilà. Et en gros, c'est l'argument et la considération qu'il y a ici. Alors, je vais te répondre, c'est très simple, et ici, par contre, je vais le reconnaître aussi, ça n'est pas du tout lié à ça, c'est lié à un facteur qui n'a rien à voir avec tout ça. En fait, la réponse, elle n'est pas là. La réponse, elle n'a rien à voir avec tout ça. La réponse, elle est derrière l'écran. Enfin, toi, quoi, tu as compris. Hein? On va prendre 3 personnes. 1, 2 et 3. Ici, on va écrire Nico, on va dire c'est moi, d'accord? Ce sera plus facile. Ici, on va écrire Paul. Voilà. Et ici, on va écrire, j'en sais rien, moi, Tony. Voilà, tiens, allez, voilà. Tony, Paul et Nico. Écoute bien, c'est très important parce qu'en réalité, tout se résume là. Et ça va être très simple. Tony, c'est un dépensier compulsif. Tous les mois, il est à découvert. D'accord? Donc lui, on va écrire dépenses totales. Ok? Paul, lui, il est économe. Il est économe, mais il ne fait rien. C'est-à-dire qu'il a juste des économies sur un compte. Ok? Et Nicolas, en l'occurrence, c'est moi. Il est investisseur, ok, mais plus quoi. C'est un violent de l'investissement, tu vois. Il met 100% de toutes ses ressources dans l'investissement, ok. Donc regarde, ça va être très facile, ok. En réalité, dans cette situation-là, juger du remboursement ou de la perte ne se fait pas seulement à l'appréciation du crédit que tu portes. Oui, Tony, puisqu'il dépense tout son argent, il doit être propriétaire de sa RP, puisque de toute façon, il n'a pas la capacité d'investir. Donc, autant qu'il amortisse du capital, c'est sa petite garantie par rapport à ses comportements. Paul, qui ne fait que économiser, qui ne fait rien avec son fric, il ne se protège pas contre l'inflation. Il ne comprend rien, ça ne l'intéresse pas. Je ne le juge pas. Mais oui, il doit absolument acheter sa RP. Bien sûr qu'il doit avoir sa RP. Donc, oui à la RP, oui à la RP. Mais
Nico, qui est un violent de l'investissement, qui a bien compris comment ça marchait, il écrit des livres, tu vois, il fait des trucs. Mais non, il ne faut pas qu'il ait CRP, c'est débile. Ça lui prend de la capacité à aller plus vite là où il veut aller. Donc la réponse, elle n'est pas simplement en regardant comptablement, parce que je vais dire un truc très pas cool. Je ne veux pas le dire, ça se dit pas très pas cool, mais c'était drôle de le dire maintenant. Bref, comptablement, tu peux t'asseoir et dire ah oui, tu rembourses du capital. Non, mais ça ne se limite pas à ça en fait. Tu dois quand même apprécier le profil des gens. Et en fonction du profil, tu vas argumenter en disant là, tu vois, regarde, lui, il a un comportement économe. On pourrait dire il devrait investir, mais il ne veut pas, il a le droit. Il doit avoir sa RP. Parce qu'à un moment donné, avoir des économies, ça ne sert à rien non plus, tu vois. Mais là, ça ne sert à rien d'avoir une RP. Donc ça ne se résume pas à ça. On en est où maintenant? Je me perds un peu, je n'ai pas mis de numéro, donc on en est au point 5, parce que je n'ai pas mis le 4. C'est pas grave, tu as suivi. Valorisation du bien. À la revente, vous récupérez le capital amorti et la plus-value du bien. Et si vous allez jusqu'au bout du crédit, vous pouvez utiliser le bien pour un crédit hypothécaire. Alors là, l'argument que j'attendais. Voilà. Alors, on va faire, il y a deux arguments, il n'y a pas de différence entre les deux, on va faire point par point. Le premier point, c'est vous avez à la solde une plus-value avec ce qu'on peut appeler une exonération. J'ai fait une bêtise. Bon, on va mettre exonération comme ça, voilà. Là déjà, cette exonération, aujourd'hui, elle existe. Mais peut-être que dans quelques années, cette vidéo continuera d'exister et puis ils l'auront supprimée. Comme le foncier, il a augmenté, la taxe d'habitation, elle a été supprimée, elle peut être remise. Donc, compter sur un avantage qui à tout moment peut être supprimé par l'État, enfin, je suis investisseur. Moi, je ne table pas mes calculs là-dessus, quoi, tu vois. Je n'aime pas, comment je dirais, investir mon argent et gérer mon argent sur un calcul. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter de l'avantage. Là-dessus, il a raison. Mais en attendant, tu vois, tu as le droit de réfléchir aussi. On va imaginer que l'avantage continue. Ok, on va garder l'avantage. Au demeurant, ça, c'est un argument qui est valable. Mais il faut faire attention aussi dans la mesure où la personne, elle a bien acheté. Et ça, c'est le dernier point. Je vais te raconter deux histoires, tu vas comprendre. Attends, c'est pas terminé. Je prends le deuxième argument et après, on a terminé. Le crédit hypothécaire. Alors, tu n'as pas de chance parce que tu regardes un gars qui connaît très bien ce genre de crédit. Il faut que tu saches que mon père a fait faillite à cause de ce genre de crédit. Il faut savoir que ces crédits, ils sont singuliers. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous ferez des recherches. Il y a plusieurs manières de les rembourser et de les débloquer. En général, on te prête un pourcentage de la valeur de ton bien et il y a plusieurs manières d'avoir accès à cet argent. D'abord, premièrement, ce n'est pas aussi facile que ce qu'on peut croire. Ça, il faut l'entendre. Et deuxièmement, ça met plus en danger l'utilisateur que qui que ce soit d'autre. Encore une fois, moi je considère que mes parents ont fait faillite à cause de crédit hypothécaire. Je n'en ferai pas. Ou alors, si j'en fais, c'est parce que j'ai un plan. Et les plans, ce n'est pas tout le monde qui en ont. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai sous-entendu, la plupart des gens ne gèrent pas forcément bien leur argent. Donc malheureusement, prétendre que c'est un avantage parce que tu peux faire un crédit hypothécaire, ça sous-entend que tout le monde est capable de gérer son argent. Or, ce n'est pas vrai. Bref, maintenant je vais te raconter deux histoires. Première histoire. J'ai un ami proche qui a acheté une maison avec sa femme il y a longtemps, il y a à peu près 7-8 ans au moment où je tourne cette vidéo, donc on est en 2025, hein, tu l'as entendu, peut-être même 10 ans, 2014-2015, il a acheté sa maison, il l'a mal acheté, il l'a revendue avec des pertes. Et donc, je vais revenir sur le point d'avant. En fait, l'avantage de la plus-value, il existe pour les personnes qui sont là. Et donc, pour les personnes qui n'ont pas intérêt à avoir la résidence principale. Puisque tout cela, comme ils ne savent pas gérer leur argent, bah de toute façon, ils achètent leur résidence principale avec un coup de cœur. C'est le principe. Les résidences principales, c'est des coups de cœur. Est-ce que quand tu achètes avec un coup de cœur, il y a un gain ou il y a quelque chose? Bien sûr que non. Et entre nous, de toi à moi, je vais te dire la vérité, je te souhaite d'acheter ta résidence principale sur un coup de cœur. Tu ne vas pas commencer à réfléchir à la plus-value alors que tu es là pour te loger. Donc cet argument, je le valide sans le valider. Et maintenant, le crédit hypothécaire, l'histoire, je te l'ai déjà racontée, mais je peux t'en raconter d'autres. Il y a plein de gens qui font des crédits hypothécaires en amenant des garanties, ils perdent tout. Et le crédit hypothécaire, c'est une très mauvaise idée. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en faire? Peut-être pas, mais en tout cas, ça se calcule. Voilà. On en arrive au 6. Après 20-25 ans, vous n'avez plus de charges pour vous loger. Le locataire, lui, continue à payer un loyer qui augmente chaque année. Ben, en fait, c'est faux.
puisqu'en fait, je ne vais même pas… Alors 6, on va se référer au point ici qui est le point 3. C'est complètement faux. En fait, tu élimines que cette partie ici, d'accord? Mais tu gardes toutes ces charges et c'est l'introduction de cette vidéo, les gars. Je vais mettre en arrière pour revenir, puisque regarde, moi, comme je vous l'ai dit, mon foncier qui n'était pas augmenté, qui aujourd'hui a vraisemblablement doublé, d'accord? C'est ça aujourd'hui. Est-ce que 648 € de foncier, ça c'est que le foncier, les gars? Ça c'est que le foncier. Est-ce que 648 € par mois, c'est une charge ou c'est pas une charge? C'est faux, c'est un mensonge. Ou alors, il faut m'expliquer en fait. Comment quelqu'un peut dire aujourd'hui, à ta retraite, tu payeras rien? N'importe quoi. Et à ça, il faut ajouter l'amélioration, les travaux, mais bien sûr. Juste écoute et tu vas comprendre. Je ne vais pas, encore une fois, je l'ai montré tout à l'heure, la mise en location locataire, elle n'est pas pour tout le monde. J'en ai quand même conscience. Je ne vais quand même pas dire non plus. Voilà. Mais écoute bien, si tu as une rente de 3 000 € par mois de loyer, d'accord, que tu encaisses, c'est le loyer que tu encaisses, ça c'est encaissé, d'accord? Tu es libre, je suis désolé de dire ça, tu donnes ton préavis, si ton loyer où tu habites, il a augmenté, c'est le principe du loyer. Moi, je suis locataire, je donne mon préavis, je m'en vais. Dans un mois, je suis parti, je paye plus loyer, j'en paye un autre ailleurs. Je suis libre. Et ce qu'il y a de beau dans ce changement de location, c'est quoi? C'est qu'en fait, mon augmentation en pourcentage basée sur l'IRL, elle s'annule. Et oui, parce que je retourne dans un logement où ça n'a pas encore augmenté. Alors bien évidemment, mon objectif de vie, ce n'est pas de déménager tous les ans, mais ma rente, elle perdure sans aucune charge en face, alors que là, tes charges restent. Et si tu n'as pas les revenus qui vont en face, je te rassure, on arrive à la fin, d'accord? Protection en cas d'accident de vie, ok? Donc ça, c'est le dernier point. Le 7e et dernier point, que je ne vais pas poser parce que j'allais… Hein, voilà. Donc, en tant que propriétaire, vous bénéficiez d'une assurance perte, vol, décès pour protéger votre famille. Ok? Donc, alors, ici, l'argument, c'est quoi? Tu as une assurance. Ok? Ok? Alors que de l'autre côté, en tant que locataire, tu n'as pas cette sécurité. En cas de difficulté, tu as soi-disant, hein, ça ce sont ces arguments, aucune garantie. Ah bon? Il n'y a aucune garantie. Bon, alors écoute bien. On va faire par étapes. Des fois, j'ai l'impression que les gens qui font ces vidéos-là, je sais pas, on ne doit pas vivre la même vie en fait. Est-ce que, je te pose la question avant de commencer mon argumentaire, est-ce que tu as déjà eu un problème avec une assurance? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu sais quel jeu joue l'assurance? Oui, tu le sais. Le jeu auquel joue l'assurance, c'est de ne pas te rembourser. Ils vont tout faire pour éviter le remboursement. À la moindre erreur, pam, ils vont te t'éjecter, tu ne seras pas remboursé. Donc, en gros, l'argument là, le dernier argument, c'est de dire je remets finalement ma situation à un tiers dont le seul objectif, ça va être de m'expulser. Là où tu n'as aucune garantie, alors déjà c'est faux, hein, tu as les mêmes garanties sur les crédits immobiliers parce qu'il ne faut quand même pas oublier que de ce côté-là, sur la loc, j'insiste, c'est vraiment important, tu es censé aller en location pour acheter des biens en location. Donc sur les biens que tu achètes, tu as les mêmes garanties que là en fait, hein, toutes les mêmes, tout pareil. Mais surtout, c'est pas ça le mieux, c'est que tu as quand même un revenu. Et ce revenu, il appartient, il y en a plusieurs. Et ces revenus, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à toi. C'est qui les maîtrise? C'est toi. C'est pas une assurance, c'est toi le maître. Donc, entre choisir finalement de remettre ton destin à une tierce personne et choisir de maîtriser ton destin, tu préfères remettre ton destin à une tierce personne. Donc, la vidéo se termine, on arrive à la fin. Le conseil des influenceurs. Donc, le danger d'écouter ces influenceurs comme moi, ne m'écoute pas, surtout ne m'écoute pas, ça ne me dérange pas, je m'en fiche en fait. Je ne cherche pas à répondre dans cette vidéo, je cherche juste à te faire réfléchir et à te montrer que ça n'est pas aussi simple que ce que tu peux imaginer. Leurs conseils vous rendent dépendant d'un propriétaire. Complètement faux. C'est-à-dire que comme toujours, tu peux prendre une information et la tourner à ton avantage. Tu peux faire la même chose avec moi et ça peut durer des heures. Et je m'en fous d'ailleurs. Mais bon voilà. Cela vous prive d'un levier d'enrichissement puissant. C'est les mêmes leviers d'enrichissement qui sont utilisés. Et à long terme, cela vous appauvrit au lieu de vous libérer financièrement. Je ne crois pas. Maintenant, je vais conclure sur cette partie avant d'aller m'asseoir
parce que tu vas voir que cette vidéo va être surprenante jusqu'à la fin. Moi, je vais conclure sur ma partie. Comme je t'ai dit, on va arrondir à 20 ans de vie, d'accord? Et on va dire que sur les 20 ans, j'ai été propriétaire 15 ans et 5 ans locataire. C'est pas exactement ça, mais on va pas rentrer dans les détails, on s'en fout, d'accord? C'est pas, la précision, elle n'est pas là. J'ai été plus longtemps propriétaire que locataire et j'ai été locataire après avoir été propriétaire. Et je vais te dire deux choses qui sont dérangeantes pour moi. Premièrement, je veux pas que tu crois que je suis pour un côté ou l'autre. Je m'en fous en fait. C'est à toi, comme je l'ai expliqué à un moment donné, de connaître tes propres capacités. Bien évidemment, je le réitère, toutes les personnes qui ne sont pas capables d'investir, soyez propriétaire de votre RP. Vous n'êtes pas capable, c'est OK. Moi, je le prends pas mal. Je comprends très bien qu'on n'ait pas envie de se faire chier à investir. C'est pas drôle d'investir. Ça demande aussi quand même des compétences, de l'abnégation, de la résilience, accepter des fois de voir son capital qui diminue. Et puis, bon, heureusement, ça arrive aussi, accepter d'avoir des gros gains. L'un va avec l'autre. Moi, j'ai perdu de l'argent et j'ai gagné de l'argent. Et l'un va avec l'autre. Si tu choisis le chemin de l'investissement, tu vas avoir des gains et des pertes. Donc ici, tu as la RP et je vais le dire, c'est une vie plus simple. C'est plus simple. Voilà. Ici, tu as l'investissement. Il y a peut-être plus d'argent, mais, bien qu'il y ait deux barres, c'est compliqué. Voilà. Il faut le préciser. Et maintenant, c'est le deuxième point. Dans chacun de ces éléments, il y a des sous-parties. Tu as des investisseurs qui, en fonction de leur vie, te diront il faut avoir ta RP parce que c'est avec ça que tu vas amener des garanties qui vont te permettre, il y a un N là, qui vont te permettre d'augmenter ton capital, voilà, qui va te permettre de faire plus de crédit et tout ça parce que tu auras ta RP. Et c'est vrai, c'est lié à une expérience personnelle et je ne le remets pas en cause. Mais tu as des mecs comme moi qui ont eu ce schéma, qui ont changé de schéma, qui ont écouté Robert Kiyosaki et qui se sont rendus compte, moi je te le dis, j'ai plus d'argent depuis que je fais ça. J'ai moins de charges. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et crois-moi, ça ne me fait pas plaisir de le dire. Je ne suis pas là à jubiler parce que j'aime la propriété dans son ensemble. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas passer d'un côté ou de l'autre et ça ne veut pas dire que dans chacun des deux côtés, il n'y ait pas quelque chose à apprendre. La conclusion, je te la lis quand même. Acheter votre résidence principale, c'est un investissement sûr et un besoin primaire. Cela ne vous empêche pas de faire des investissements locatifs par la suite. Méfiez-vous des conseils qui vous éloignent de la propriété. Ils ne servent pas votre liberté financière. La seule personne ici qui dessert sa liberté financière, c'est toi. Et pour éviter de te saborder, forme-toi, lis des livres. Moi, dans ma formation, je t'apprends à acheter ta résidence principale. Parce que j'ai toujours reconnu que la résidence principale, c'était quelque chose d'important. Et justement, c'est la fin parfaite de cette vidéo. Parce que très souvent, mes élèves, quand ils regardent ma formation et qu'ils voient la manière dont il faut posséder sa résidence principale, ils me disent ben, « j'ai tout faux ». Et en réalité, tu te rends compte que les gens ne savent pas acheter leur maison. Mais rassure-toi, je ne le savais pas non plus. Je me suis confronté au même problème que tout le monde. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on a tous vécu ce moment où à la banque, on se retrouve assis et où le banquier nous dit « Monsieur, votre taux d'endettement est trop élevé, je ne peux pas vous prêter. » Ah bon, et pourquoi? Ben, votre résidence principale pèse trop lourd. Tout le monde l'a vécu. Et c'est ce qui crée le doute. C'est parce qu'il y a des banquiers qui t'ont répondu, qui t'ont objecté sur ton projet avec cet argument-là. Et ça t'a fait réfléchir. Et la vérité, je te la donne, c'est que tu ne sais pas acheter ta RP parce que personne ne te l'explique. Et que tu as soit des gens qui te disent « achète-la », soit des gens qui te disent « ne l'achète pas ». Et que personne ne te l'explique. Donc dans ma formation, tu vas sur immobiliercompagnie.com, il y a une formation. Dans 1 million, je t'apprends à acheter ta résidence principale. C'est très simple. Voilà. Tu fais pas, c'est toi qui vois. Si tu te formes, tu comprendras les conditions qu'il faut pour que ta RP ne soit plus un problème. Soit ben, tu le feras, soit tu le feras pas, mais au moins tu sauras. Là, tu es dans l'inconnu et du coup, tu ne sais plus qui écouter. Et c'est pas terminé maintenant, la fin de la vidéo. C'est très important. Au moment où tu regardes cette vidéo, je suis en train de changer de stratégie. Et du coup, je vais à nouveau avoir une résidence principale dans les conditions que j'explique dans ma formation. Et ce qui est hyper important et que tu dois entendre, c'est que peu importe ta situation, déjà, tu dois avoir toujours un plan. Donc si tu me regardes, que tu veuilles ta RP ou pas, il te faut avoir un plan. Ça sous-entend que tu dois être capable de le faire, ça sous-entend que tu sais où tu vas, ça sous-entend plein de choses, et c'est ton problème, mais tu dois avoir un plan. Si ta RP ne s'inscrit pas dans un plan par rapport à tes investissements, c'est une des raisons pour lesquelles tu n'y arrives pas. Deuxièmement, un bon plan
c'est un plan que tu peux changer en cours de route. C'est aussi simple que ça. Un bon plan, je le répète, c'est tellement important. C'est un plan que tu peux changer en cours de route. Ce n'est pas un plan que tu suis bêtement et que tu dois toujours appliquer. Si ça ne marche pas, tu dois faire autrement tout en respectant le plan. Et troisièmement, aujourd'hui, au vu de ma situation, je dois te le dire, la RP, elle est ou elle n'est pas ta propriété, plus en fonction de tes objectifs et de ta situation que quoi que ce soit d'autre. J'ai eu une période de ma vie où avoir une RP a été un avantage. J'ai passé une période de ma vie où ne pas avoir ma RP a été un avantage. Et je retourne dans une période de ma vie où avoir ma RP sera un avantage. C'est à toi d'avoir une connaissance financière suffisante pour être capable de parler comme je suis en train de le faire là. C'est tout. Après, personne ne détient la vérité absolue, pas même moi. J'essaye juste, au travers de tout ce que je produis, de te faire réfléchir, de te montrer qu'il existe d'autres manières de penser et que les grands schémas préétablis ne t'emmènent qu'aux grands résultats préétablis. Est-ce qu'aujourd'hui ta situation te convient? Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'argent que tu penses mériter avoir ou que tu veux avoir? Est-ce que tu peux te payer ce dont tu as envie sans avoir besoin de réfléchir? La réponse est oui ou non. Si la réponse est non, creuse du côté du contenu. Nourris ta tête, nourris ton esprit. Et n'en déplaise à ces personnes qui n'arrêtent pas de, on va dire, attaquer les influenceurs comme moi. Le malheur, c'est que, bah ouais, ils ont raison. Ne nous écoute pas. Va regarder Netflix. Ça va vraiment t'aider à avancer dans la vie. Like, partage, abonne-toi. Va sur immobiliercompagnie.com. Il y a mes formations, il y a mes livres. C'est pas un gros mot. Ça t'aidera à réfléchir. Ou n'y va pas. Va regarder Netflix. C'est toi qui choisis. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.